Nous allons voir ensemble les méthodes scientifiques qui sont utilisées par les géologues pour reconstituer l'histoire de la Terre. On va voir comment ils ont fait cette échelle chronostratigraphique en utilisant des principes géométriques comme le principe de superposition. Et on va voir ensuite l'importance de fossiles stratigraphiques pour identifier des époques similaires sur tous les continents. Et dans un troisième temps, on va expliquer comment le temps géologique a été structuré en hiérarchie, en allant des ères jusqu'aux étages. Donc, nous allons voir comment on peut mesurer le temps grâce à un calendrier géologique universel. Et pour cela, nous allons faire quelques petites révisions. Dans un premier temps, le principe de superposition qui nous dit qu'une couche est systématiquement plus récente que celle qu'elle recouvre. Le deuxième principe que nous avons étudié, c'est le principe de continuité, c'est-à-dire qu'une même couche sédimentaire va posséder un âge qui est identique sur l'intégralité de son étendue spatiale. On a vu aussi ensemble le principe de recoupement qui nous dit que toute structure qui en recoupe une autre lui est postérieure. Alors on arrive à un problème lorsque on veut dater des roches qui sont dans le monde entier et lorsque ces principes géométriques ne sont pas suffisants. Alors qu'est-ce que nous allons faire? On va observer des fossiles qui vont être contenus dans les roches sédimentaires et ces fossiles ne sont pas n'importe quels fossiles, ce sont des fossiles qui permettent de dater des roches et ces fossiles qui permettent de dater des roches s'appellent des fossiles stratigraphiques. Alors, pour être un bon fossile, il faut avoir une faible extension verticale, c'est-à-dire vivre peu de temps à l'échelle des temps géologiques, évidemment. Et il faut que ces fossiles aient une forte extension horizontale, c'est-à-dire qu'ils doivent être présents sur de nombreux continents afin de permettre des comparaisons de formations géologiques sur différents endroits de la Terre. Et dernière condition, pour être un bon fossile stratigraphique, il faut être en grand nombre, avoir un grand nombre d'individus sur la Terre. Donc, le principe d'identité paléontologique dit que deux couches qui contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques, ont le même âge. Grâce à tous ces principes, les géologues ont découpé des intervalles de temps. Le plus grand intervalle de temps, c'est l'ère, qui va être lui-même découpé en périodes et lui-même découpé en étages. Donc ces ères, ce sont les grandes coupures qui vont être des ruptures majeures qu'on va voir tout de suite, qui vont être elles-mêmes subdivisées en périodes qui sont aussi dues à des changements biologiques, mais aussi des changements géologiques. Et ces périodes seront elles-mêmes découpées en étages qui vont être l'unité de base de notre échelle chronostratigraphique. Donc, les grandes limites, ce sont les ères qui vont correspondre à des crises biologiques majeures. Une extinction de masse qui sera suivie par l'apparition de nouvelles espèces ou bien la diversification d'espèces qui sont préexistantes. Le nom des trois ères peut sembler bien compliqué, mais en fait, c'est un petit peu moins si on arrive à décortiquer le nom de ces trois ères. Donc, vous voyez le paléozoïque, le mésozoïque, le cénozoïque. À chaque fois, on a le zoïque. Zoïque, c'est le animal. La première partie, eh bien, elle exprime la place dans l'histoire géologique. Paléo, ça veut dire ancien. Méso, moyen. Céno, récent. Donc, en fait, ces termes, ça veut simplement dire, par exemple, le paléozoïque, ce sont les anciennes formes de vie, les formes de vie qui sont moyennes et les formes de vie qui sont nouvelles. Donc ici, vous voyez que le paléozoïque, il existe, c'est une période qui existe entre moins 540 à moins 250 millions d'années, sachant que la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Donc ce paléozoïque commence en fait quand la vie, elle va commencer à être dans les océans et va se répandre maintenant sur la terre ferme. Le mésozoïque, lui, ça va être l'ère des premiers mammifères
Et cette période du Mésozoïque, elle va s'arrêter il y a 65 millions d'années avec la disparition des grands reptiles. Et le Cénozoïque, eh bien, va être le moment où vont apparaître non pas les premiers mammifères, mais où vont se diversifier les mammifères. Et on va voir pendant cette ère paléozoïque, eh bien, on va voir que la vie qui existait surtout dans les océans, elle va commencer lentement à se répandre sur la terre ferme. Le Mésozoïque, c'est le moment où vont commencer à apparaître les premiers mammifères et c'est le moment que tout le monde connaît bien, c'est le moment où il y a les dinosaures. Ces dinosaures qui vont apparaître et disparaître pendant le Mésozoïque. Et cette ère du Mésozoïque, donc, elle va justement se faire il y a moins 65 millions d'années, avec la disparition des grands reptiles. Et le Cénozoïque, ça va être le moment où il y a un fort développement des mammifères. Donc, ils existaient au Mésozoïque, mais ils n'étaient pas en grande quantité. Nos aires, elles vont être découpées en périodes. Et ce passage d'une période à une autre, elle va correspondre à une rupture qui va être souvent marquée par la disparition d'une famille de fossiles spécifiques. Donc, ces limites, elles sont moins brutales que les limites entre les aires, on a dit, qui correspondent à des crises biologiques majeures. Mais elles marquent quand même des évolutions. Ce découpage en périodes, il va aussi reposer sur des critères orogéniques. Ce découpage en périodes qui va être basé aussi sur des critères orogéniques, alors c'est-à-dire des formations de chaînes de montagnes qu'on va voir au prochain chapitre. Et on va voir justement que lors de la formation de chaînes de montagnes, eh bien, il y a des changements climatiques. Et s'il y a des changements climatiques, eh bien, ça peut entraîner des extinctions suivies de diversification des êtres vivants qui seront donc à l'origine d'un découpage en périodes. Donc, voilà un bilan évidemment qui ne sont pas à connaître. Nos 3 aires qui chacune sont découpées en périodes. Chaque ère et période correspond à donc une disparition de fossiles ou bien un changement climatique qui pourra être de grande ampleur. Alors, avec cette diapositive, je voulais vous montrer que ce qui est représenté sur 4,5 milliards d'années, en fait, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe sur ces ères, ces périodes. On peut le représenter sur un an. C'est-à-dire que si la formation de la Terre était le 1er janvier, il y a 4,5 milliards d'années, eh bien, on voit ici les différentes périodes de l'apparition de la vie, ce serait le 15 février. Et en ce qui nous concerne à nous, notre ère paléozoïque, elle vient le 17 novembre. Donc, depuis janvier à novembre, commence l'apparition de la vie sur la Terre. Et du 17 novembre au 8 décembre, on est sur le paléozoïque. Tout de suite après, on va avoir le Mésozoïque, qui est donc jusqu'à moins 65 millions d'années. Et depuis le 26 décembre, donc aujourd'hui on serait le 31 décembre, et bien depuis le 26 décembre, on est au niveau de notre Cénozoïque, là, donc cette ère actuelle dans laquelle nous vivons. Et ici, je vous invite à faire une pause et à regarder un petit peu cette échelle de temps vue sur une année. Donc, nous avons défini comment les géologues découpent l'âge de la Terre en des intervalles de temps de plus en plus précis. D'abord les ères, puis les périodes. Eh bien, nous allons voir maintenant que chaque période est elle-même découpée en intervalles plus petits qu'on appelle l'étage. Cet étage, ça va être l'unité de base du calendrier et qui va correspondre à un état de la nature passée. Elle va représenter une époque. Elle va contenir un ensemble d'êtres vivants fossiles. Cet étage, il va être défini de manière précise
par ce qu'on appelle un stratotype. Donc ce stratotype, c'est un affleurement de référence, c'est-à-dire des roches visibles qui vont contenir certains fossiles typiques. L'étage, il va être la limite entre deux tranches de temps de l'histoire de la Terre, et les étages portent généralement le nom du lieu géographique où ils ont été étudiés pour la première fois. Par exemple, il y a un étage qui va s'appeler le Portlandien, et bien juste c'est parce que c'est des roches qui ont été décrites sur l'île de Portland en Grande-Bretagne. Si on a des couches de sédiments qui peuvent être éloignées de plusieurs centaines de kilomètres, comme nous le voyons sur cette image, et si elles renferment des fossiles identiques, elles vont appartenir au même étage et donc avoir le même âge. Par exemple, le calcaire portlandien dont on vient de parler. On va le retrouver à Sancerre et aussi à Portland. Ces deux zones ont été recouvertes par les mêmes transgressions marines. La mer est venue sur ces deux zones, la sédimentation s'est faite en même temps sur ces deux endroits et on va observer donc le même contenu en fossiles. Donc la chronologie relative a permis de dater des roches les unes par rapport aux autres, sans pourtant donner un ordre d'idée de combien de temps dure un étage, combien de temps dure une ère. Et le prochain chapitre va nous permettre justement de chiffrer l'âge de ces roches grâce à ce qu'on appelle la chronologie absolue.